Bonjour, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, rubrique que je fais 4 fois par an sur mes conseils de lecture. Alors cette fois-ci pour l'automne 2013. Alors je le fais un peu avant l'automne parce que vous allez le voir, l'un des sujets nous concerne avant la fin septembre et je serai très occupé cette fin d'année. J'ai quelques conférences, Toulouse le 14, vers Nancy le 5 octobre, et puis après j'ai le lancement de mon livre Survivre à l'effondrement économique aux États-Unis et en Angleterre, et donc à partir d'octobre, lorsqu'il sort, je risque d'être un petit peu loin, sans parler du fait qu'il faut que je prépare ma ferme pour l'hiver. Alors le couper du bois, ça c'est fait, préparer le potager pour le jardin pour l'année suivante. Voilà. Donc, livre que je vous conseille, alors il n'y en a pas beaucoup, trois seulement, donc ce sera bref. Le premier, le dernier livre, est-ce qu'on le voit bien? Le dernier livre de Laurent Oberton, que vous connaissez peut-être si vous avez lu son livre France Orange Mécanique. Alors voilà, son dernier livre s'appelle Utoya. Je ne suis pas sûr de la prononciation. Utoya, normalement, ou Utoya, je ne parle pas le norvégien. C'est un livre capital, et c'est un livre qui montre que Laurent Oberton est, à mon avis, l'écrivain le plus brillant en France de cette décennie qui commence. Voilà, je pense qu'il aura un grand avenir s'il continue sur cette lancée. Alors c'est un livre qui, voilà, c'est un livre qui se fait, c'est une sorte de récit, c'est une sorte d'imagination, puisqu'il se met dans la tête de Anders Breivik, qui est ce Norvégien qui a tué 77 personnes, je crois, en Norvège le 22 juillet 2011. Alors en fait, le 22 juillet 2011, c'est une date qui m'est importante pour moi parce que c'est la date où j'ai terminé l'écriture de Survivre à l'effondrement économique. Je ne m'en rendais pas compte, je me souvenais pas d'avoir entendu cette histoire. En plus, comme je n'ai pas la télé, cette histoire ne m'avait pas vraiment préoccupé à l'époque. J'avais trouvé ça encore un tueur de masse, encore un tueur en série. Après tout, j'avais entendu parler que le type était franc-maçon. Bon, c'était bizarre cette histoire, un type qui veut protéger la Norvège et qui tue des Norvégiens, en plus des jeunes. C'était étonnant. Bon, j'avais pas trop suivi cette histoire. Voilà, j'avais mis ça sur le compte de la folie. Et donc, en lisant ce livre, Laurent Berton fait un effort extrêmement minutieux tout d'abord de documentation, où il se met dans la tête de Anders Breivik, mais aussi où il montre minute par minute le crime, mais aussi toute la, toute la philosophie, en fait, toute la préparation de Anders Breivik, tout son raisonnement, du moins il l'imagine, mais surtout basé bien sûr de faits, documents existants, où il montre que cette personne, en fait, a toute une idéologie, a un raisonnement, et qui l'a amené à commettre ce crime. Et la manière dont elle écrit le livre est vraiment fantastique, elle est vraiment très intéressante. Et je pense que c'est un livre qui est capital pour comprendre l'état des choses aujourd'hui, en tout cas en Europe. Alors, ça touche pas du tout les États-Unis, ça touche vraiment le monde occidental, européen. Et je pense que c'est un livre capital. Il faut le lire. Vraiment, je vous le conseille. Vraiment, fondamentalement, c'est un livre important. C'est un livre qui devrait être lu dans les écoles, à mon avis, pour que les enfants se rendent compte de où peut mener le monde d'aujourd'hui, si on ne fait pas attention. À mon avis, c'est trop tard. Ça va nous mener bien au-delà. D'ailleurs, il y a tout à fait des morceaux et des chapitres qui traitent de survie dans ce livre, qui traitent de la philosophie, de l'anthropologie de la survie. Et ça aussi, c'est un élément vraiment intéressant de ce qu'a écrit Laurent Berton, où vraiment il se plonge dans les racines de l'anthropologie humaine, tribale et sociétale. Et vraiment, j'ai trouvé ce livre exceptionnel. Donc je ne peux que vous le conseiller. En plus, il se lit vite. C'est un livre, vous voyez, 400 pages, c'est vite lu. Aux éditions Ring, à 20 euros. Bref, si vous avez 20 euros, c'est le livre qu'il vous faut pour cet automne. Vraiment capital. Et si monsieur Laurent Berton m'écoute, je voulais lui dire bravo parce que c'est un auteur, à mon avis, extraordinaire et exceptionnellement promis un grand avenir d'écrivain, à mon avis. Deuxièmement, je trouve c'est quelqu'un de très intelligent.
Et troisièmement, s'il souhaite faire une interview croisée avec moi, eh ben, je suis son homme, je suis partant, mais je pense qu'il va être très occupé parce que ça, c'est un écrivain. Moi, je suis un écrivain pour la Suisse dans les 2, 3, 4e meilleures ventes. Pour la France, je suis dans les 50. Lui, c'est un autre niveau, et en plus, bon, la qualité d'écriture, je la trouve excellente et supérieure à la mienne. Enfin, moi, je suis pas écrivain. J'ai écrit des livres, mais c'est pas mon métier. Enfin, lui est journaliste. Vraiment, il sait écrire très très bien. Je vous le conseille. Voilà, j'arrête de parler, mais il est vraiment bien. Deuxième livre que je vous conseille, et la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo un peu plus tôt, c'est cet excellent livre de Jean-Jacques Langendorf, Une digue au chaos, l'armée des citoyens. Alors c'est vrai que c'est un livre qui concernera plutôt les Suisses, surtout avant la votation du 22 septembre, qui est une initiative qui malheureusement nous propose de supprimer l'armée de milice. Et Jean-Jacques Langendorf, qui avait déjà écrit un excellent livre sur le général Guisan, qui était le général en chef de l'armée suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale, et donc une personne capitale dans la sauvegarde et l'organisation de notre pays pendant cette période difficile, eh bien, il a écrit ce livre qui, en fait, fait l'éloge et qui explique aussi de manière très logique, donc en fait une extension, si vous voulez, de la vidéo que j'ai faite récemment avec David Lépée, sur l'importance euh, de l'armée milicienne, de l'importance pour la démocratie, de l'importance pour la structure euh, d'un pays, d'une nation, et aussi pour la sauvegarde des libertés individuelles. Et finalement, il montre qu'une armée de milice, c'est l'armée que devrait normalement aimer la gauche, alors que celle-ci veut pousser pour la destruction de l'armée, mais probablement la gauche n'est pas aujourd'hui au service des citoyens et des êtres humains, elle est au contraire la phase ultime du capital, comme disait Michéa. Enfin bref, je m'égare. Ce livre est vraiment intéressant, bien sûr, pour nous autres Suisses. Il explique vraiment très très bien, c'est un livre qui se lit très vite, il a 75 pages. Il est surtout aussi, à mon avis, important pour tous les gens à travers le monde, bien sûr, si vous êtes francophone, français, en Belgique, etc. Ce livre va vous donner aussi les raisons et l'importance pour laquelle, peut-être dans votre pays aussi, le jour où, après l'effondrement économique, il va falloir reconstruire, parce que là, c'est foutu, hein, eh bien, peut-être vous pouvez reprendre le modèle de la milice, le modèle suisse, pour reconstruire la défense de votre pays, une défense démocratique, une défense de citoyens libres, de citoyens capables de défendre le bien commun, et non plus un système oligarchique, ou du moins le limiter au maximum. Et c'est vrai que le citoyen armé, c'est une excellente limite à l'oligarchie, puisqu'il est en armes, et donc un homme libre, et un homme libre, a priori, ne devient pas un esclave. Et pourtant, malgré ce système qui marche très bien en Suisse, nous sommes au bord de nous mettre nous-mêmes dans une servitude volontaire, dans un esclavage volontaire, en supprimant notre liberté. Alors, comme ça ne s'est pas fait d'un coup, parce que nous avons été heureusement prévoyants et judicieux, nos ennemis le font par saucissonnage. Donc ils essayent petit à petit de nous donner des arguments. Oui, mais une armée de métier, c'est mieux, c'est moins cher, nanana. Mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est détruire nos libertés dans l'illusoire espoir qu'eux-mêmes peut-être prennent le pouvoir, parce que de toute façon c'est des parasites et que prendre le pouvoir c'est le meilleur moyen de vivre aux dépens des autres, puisque l'État c'est une mafia et donc il faut le limiter et il faut le tenir sous contrôle, sinon c'est l'inverse, c'est lui qui nous met sa botte sur la nuque et là c'est fini. Et donc comme c'est fini dans la plupart des pays du monde, au moins en Suisse on peut encore le sauver, mais lorsque ça s'effondrera, avec ce genre de livre, vous avez notion intellectuelle pour redémarrer et pour peut-être bâtir un système meilleur. Donc ce livre, à mon avis, capital, à garder, c'est un livre que je vais mettre dans ma base autonome durable. Je vais en acheter plusieurs exemplaires. D'ailleurs, j'ai acheté une dizaine d'exemplaires de celui-ci parce que je veux qu'il soit accessible à plein de gens qui seront peut-être un jour dans ma base autonome durable. Vous vous souvenez le chapitre sur les connaissances? Voilà, ayez des livres importants, capitaux pour reconstruire après. Donc voilà, ce livre, c'en est un. Et puis, peut-être vous l'avez remarqué, je ne suis pas quelqu'un qui aime dire du mal des gens, ni des choses. En général, je suis quelqu'un qui tend plutôt, même si un sujet a des éléments qui me déplaisent, j'essaie plutôt de me focaliser sur ce qui est positif, sur ce qui rassemble, sur ce qui permet aux gens d'avancer et non pas de se disputer, de se titiller, de se combattre les uns avec les autres. Ça vaut pour les religions, ça vaut pour la politique. J'essaie vraiment de me focaliser sur ce qui est plutôt positif. Vous l'avez remarqué, et je sais qu'il y a des idiots qui ne comprennent pas, et que lorsque je parle d'un sujet et que je dis des bonnes choses, ils s'imaginent que l'ensemble du sujet, quel qu'il soit, que je le vénère, etc. Ça n'a rien à voir.
C'est simplement qu'on est déjà suffisamment dans le caca en ce moment pour plutôt essayer de se ressembler plutôt que d'essayer de se diviser. Toutefois, exception à la norme, je vais dire du mal de quelque chose que j'ai, en tout cas que j'ai utilisé, que j'ai beaucoup apprécié dans un sens utile pendant des presque 20 ans. Alors, The Economist. Alors, je l'ai dit dans une vidéo précédente, c'est un journal qui est assez factuel, qui est assez intéressant d'un point de vue économique. Mais j'ai remarqué depuis une dizaine d'années, depuis que les rédacteurs en chef sont américains et non plus anglais, que le journal a des dérives impériales, c'est-à-dire qu'il soutient souvent la politique américaine, il la critique quand elle ne marche pas après, mais sur le moment, il la pousse. Et voilà, voici l'exemple. Voilà, il dit, voilà, tapez la Syrie, tapez-le fort, c'est-à-dire tapez le Bachar Assad, le président syrien. Alors, petite parenthèse, j'ai fait mon voyage de noces en Syrie, et j'y ai fait quelques voyages commerciaux pour vendre des logiciels en Syrie, à l'époque, où c'était autorisé par puisque je travaillais pour des sociétés américaines, donc c'était autorisé par l'État américain à ce moment-là. Je vais pas faire un cours sur la Syrie, mais enfin c'est un pays pour lequel j'ai une certaine affection, et quand je parle de pays, je parle de peuple. Le gouvernement, il est ce qu'il est, et probablement c'est le meilleur gouvernement qu'il pouvait avoir en Syrie, par rapport à la situation complexe de ce pays. Mais le peuple est un peuple qui a été accueillant, qui est incroyablement cultivé, qui est un peuple ancien, qui est un peuple qui a 8000 ans. Moi, quand je vois des pays comme les États-Unis qui s'attaquent à l'Irak, ou maintenant à la Syrie, ça me dégoûte à un point où vous ne pouvez pas imaginer, parce que c'est un peu comme un adolescent qui va s'attaquer à un vieillard riche, cultivé, alors peut-être qui est pas parfait, il est incontinent, j'en sais rien, mais enfin, on ne s'attaque pas aux vieillards, on les respecte, on discute, on essaye de comprendre, mais enfin, on sait très bien que c'est pas du tout la logique est une logique d'empire, une logique de néocolonisation, une logique de contrôle. Bref, The Economist a soutenu la guerre en Afghanistan, a soutenu beaucoup la guerre en Irak, et là soutient la guerre en Syrie. J'en ai plein le cul. Moi, je voulais un magazine factuel et non pas un magazine qui fait le soutien de la politique impérialiste américaine. Donc, j'annule mon abonnement. Je ne sais pas si vous l'avez, mais personnellement, je vous le conseille aussi. C'est de la merde. On gicle. Voilà. Donc c'était mes conseils de lecture et de non-lecture pour la saison. Et j'espère vous voir pour mes amis francophones. Alors en France de moins en moins parce que j'ai moins le temps et puis j'ai d'autres choses à faire. Mais encore Toulouse, encore Nancy. Vous allez voir les dates bientôt. Et puis surtout sur Facebook, sur ma page YouTube. Voilà, j'essaye de répondre. Désolé, j'ai des centaines d'emails de retard, de courriels en retard, c'est comme ça. Mais enfin, voilà. Donc en tout cas, vous avez de quoi lire, 2 livres extraordinaires. Indigo Chaos par Jean-Jacques Langwerdoff, excellemment bien écrit et excellent livre. Et puis Utoya de Laurent Oberton chez Ring, excellent livre, excellemment bien écrit. C'est des livres qu'il vous faut, à mon avis. Et je touche pas de commission dessus. Enfin, si je pouvais, ce serait bien, mais je ne les touche pas. Donc, messieurs Ring et messieurs Kabedicida, si vous voulez m'envoyer un chèque, je suis preneur, mais en fait, voilà. Non, mais c'est juste pour dire, les gens pensent toujours qu'on fait tout pour l'argent. Il faut bien bouffer, les mecs. Je sais pas vous, vos parents, parce que les gens qui disent ça, c'est souvent des adolescents. Je sais pas vous, vos parents, ce qu'ils font, mais je suis sûr qu'ils gagnent de l'argent pour faire ce qu'ils font, et ils vous nourrissent avec cet argent. Donc, gagner de l'argent étant un moyen, c'est pas une fin, mais gagner de l'argent, c'est important. Mais enfin, c'est tellement idiot de devoir dire ça. Oh, mais je m'égare, voilà, je suis encore trop long. Allez, ciao.